Ok, super. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez laisser des emojis pour me, pour me confirmer que vous m'écoutez bien. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que la qualité sonore est bonne? Bon, moi je suppose que vous m'écoutez, hein. Bonsoir Victor, j'espère que tu vas bien. J'espère que Monsieur Victor Achou, j'espère que tu vas bien. Je suis content de savoir que tu es connecté. Bonsoir à Sandra. Bien que ce soit vraiment pas, je sais pas si c'est vraiment vos prénoms, hein. Bonsoir à Maïva, bonsoir Luc, bonsoir Kevin, bonsoir Nel, bonsoir tout le monde, bonsoir Fanelita, bonsoir tout le monde. Euh, voilà. Donc, comme je disais, on va parler d'admission. Je vais un peu aller très rapidement parce que on a maximum pour 30 minutes. Et pendant les 30 minutes, il faudrait vraiment que vous ayez profité de ce live Telegram. J'ai toujours tendance à dire Instagram. Donc, aujourd'hui, on va parler des admissions. Donc, dans ce live-ci, on va parler de trois choses importantes à savoir pour les admissions. La première chose qu'on va devoir discuter ou alors s'entretenir, c'est euh, quelles sont les dates importantes en ce qui concerne les demandes d'admission en Belgique, bien sûr. Donc là, on parle de démarche pour la Belgique. Donc si quelqu'un est ici parce que il s'imagine pour une procédure autre que celle de la Belgique, dommage, non. Là, on parle de la Belgique. Donc là, on va parler de euh, quelles sont les dates importantes de la procédure. Donc ça, c'est la première chose, le premier point sur lequel on va discuter. Et des deux, on va parler des établissements où il y a plus de chances d'obtenir une admission. Euh, et en troisième lieu, on va parler des astuces, des stratégies à adopter pour avoir une admission. Donc ça, voilà les trois points dont on va discuter ce soir. Un instant, je prends. Euh, ok. Donc, pour ce qui est des dates importantes en ce qui concerne les admissions, ce qu'il faut savoir, c'est que les admissions en Belgique, généralement, commencent au mois de janvier. Bon, c'est vrai qu'il y a des établissements qui décident, parfois à partir de fin décembre, euh, d'ouvrir les demandes d'inscription ou d'admission, mais c'est beaucoup plus des classes de septième, donc des classes préparatoires. C'est quoi une classe préparatoire? Donc, la classe préparatoire, c'est cette classe-là qui prépare la plupart des étudiants pour des études à l'université. Donc, ce n'est pas une année universitaire. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, la classe des septièmes est une classe, comme ça se dit, une classe préparatoire pour les études à l'université. Donc, c'est au sorti de vos études en septième que vous choisissez une filière dans une haute école ou dans une université et vous vous inscrivez pour poursuivre vos études. Donc, il y a certains établissements qui ouvrent des admissions en fin septembre, mais le plus souvent, c'est à partir de janvier. Donc, à partir de janvier, c'est la période à laquelle il faut être prêt. Donc, il faut avoir préparé son dossier, il faut être sûr que euh, vous êtes déjà OK pour pouvoir introduire vos demandes d'admission. Donc, les admissions commencent en janvier et ça va jusqu'au mois d'avril, donc jusqu'au 30 avril de l'année. Ça, c'est pour ce qui est le plus souvent des universités, mais c'est un peu, je vais dire quoi, une date officielle en Belgique où toutes les universités clôturent les demandes d'admission. Donc,
si tu souhaites venir poursuivre tes études en Belgique dans une université et que au-delà, après le 30 avril ou au plus tard le 30 avril, tu n'as pas une inscription dans une université, bon, il vaut mieux comprendre que c'est terminé. Donc là, c'est clôturé ça serait clôturé pour des inscriptions. Ça, c'est à l'université. Maintenant, pour ce qui est des hautes écoles, donc la plupart des hautes écoles décident comment est-ce que je vais dire, décident eux-mêmes de la période, de leur période de demande d'admission. Donc, ce n'est vraiment pas la même période comme la plupart des universités. Donc, à l'université, généralement, les inscriptions commencent en fin janvier et ça va jusqu'au 30 avril. Donc, ça, c'est ce que je tenais à dire pour les universités déjà. Donc, ça, c'est cet intervalle-là où il faudrait introduire sa demande dans une université. Mais le conseil que je peux donner, c'est de pouvoir introduire sa demande le plus tôt possible. Donc, n'attendez pas la dernière minute. Donc, ne prenez pas votre temps. Dès que l'université ouvre les demandes d'admission, postulez. Donc, ça, c'est le conseil que je peux donner. Maintenant, pour ce qui est des hautes écoles, je reviens. Chaque haute école décide. Donc, par exemple, la haute école, la haute école de la ELA, ça, enfin, je reviens. Donc, la ELA a déjà ouvert ses inscriptions, bien que cela ne durait que 39 secondes. Donc, pour ceux qui ont essayé de postuler, forcément, vous vous êtes rendu compte que au bout de quelques secondes, il n'y avait plus moyen d'introduire une demande. Ça, c'est le propre des hautes écoles. La haute école Condorcet n'a pas encore ouvert ses inscriptions, mais toujours est-il que je crois que c'est au mois de mars. Et c'est pour une semaine, par exemple. Donc, et il ne faudrait pas croire que les inscriptions vont durer une semaine. Donc, dès lors que le quota est atteint, même les hautes écoles vont fermer. Donc, si on ouvre des inscriptions pour une semaine, il est fort probable qu'en 24 heures, comme ça a été le cas pour la ILA en 9 secondes, pardon, donc, comme ça a été le cas pour la ILA en 39 secondes, que les inscriptions soient clôturées. Donc, pour les hautes écoles, il faudrait être très, très, très prudent. Donc, il faudrait pas se donner du temps. Il faudrait se faire violence, être parmi les premières personnes qui postulent. Donc, ça, c'est pour ce qui est des hautes écoles. Maintenant, il y a des hautes écoles qui ouvrent les demandes d'admission parfois au mois de mai. Donc, ça, c'est possible. Il y a des écoles, des hautes écoles surtout, dont les inscriptions vont parfois jusqu'au mois de mai-juin. Et le piège dans ça, c'est quoi? Le piège, c'est que lorsque tu introduis une demande d'admission un peu tard, même si tu as une admission, la difficulté, ce sera au niveau de mener à bien la procédure jusqu'à la demande de visa. Pourquoi? Parce que la suite de la procédure prend également du temps. Et plus tard, tu introduis ta demande de visa, il est fort probable qu'également le refus de visa soit pour cause d'un dépôt tardif. Pourquoi un dépôt tardif? Parce que le délai de traitement d'une demande de visa pour la Belgique est de 3 mois désormais. Donc, si l'ambassade ou le consulat de Belgique doit respecter les 3 mois, cela veut dire qu'il faut introduire une demande de visa au plus tard en juillet, au mois de juillet. Alors, si tu as une inscription en juillet, combien de temps est-ce qu'il te reste pour pouvoir introduire la demande de visa? Parce qu'il y a des démarches qu'il faut faire par la suite. Donc, c'est un peu ça la difficulté. Raison pour laquelle la plupart des gens qui ont une admission assez tôt, introduisent une demande de visa également assez tôt, ont 90% de chances d'obtenir leur visa. Maintenant, tout se joue sur les détails. Est-ce qu'on est bien préparé pour son interview de demande de visa? Est-ce que on a bien constitué son dossier? Est-ce qu'on a fait des choses à temps, etc. Donc, ça sont des éléments sur lesquels il faut bien maintenant s'appuyer pour réussir la suite de la procédure. Donc, voilà un peu pour ce qui est des dates importantes. Donc, sachez que les inscriptions commencent
en janvier et ça va vraiment jusqu'en avril. Dans cet intervalle-là, il faut avoir une inscription. D'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite. Déjà, succès à vous pour vos demandes d'admission. C'est ce que je souhaite. Maintenant, le deuxième point, c'est quelles sont les écoles où c'est plus évident pour les étudiants étrangers? Pourquoi cette question? Pourquoi ce thème-là? Parce que il y a beaucoup de gens qui m'envoient parfois des captures ou alors des liens vers des établissements qui ne prennent pas des étudiants étrangers. Il y a beaucoup de hautes écoles en Belgique, mais ce n'est pas toutes ces hautes écoles-là qui acceptent les étudiants étrangers. Donc ça, il ne faudrait pas vous tromper. Il y a des hautes écoles qui ne prennent pas du tout les étudiants étrangers parce que les conditions, soit ils vont dire il faut être sur le territoire. Donc, lorsqu'on demande à un étudiant dans la Constitution, dans les critères d'être sur le territoire belge, déjà, ce sera impossible de faire une demande de visa auprès de l'ambassade de Belgique de votre pays ou de votre région, juste pour venir introduire une demande d'admission. Ça, c'est impossible. Par contre, il y a des établissements qui veulent bien accepter des étudiants étrangers et c'est donc de ça que je vais parler. Même si vraiment ça dépend des profils, hein, ça dépend des profils, ça dépend de ce que vous avez décidé de venir faire en Belgique comme étude. Mais on va commencer déjà par les universités. Les universités où, selon moi, en 2022, aujourd'hui, il est aisé de pouvoir introduire une demande d'admission. Je vais le faire par ordre. La première université, c'est l'Université libre de Bruxelles. Donc, j'espère que vous m'écoutez bien. Et je vais répéter ce que je viens de dire. Donc, selon moi, la première université où il est intéressant d'introduire une demande de visa, une demande d'admission, je suis déjà au visa. Mais de toute façon, rassurez-vous, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'écoutent, vous avez déjà la bénédiction d'un projet de voyage réussi. Que vivement l'année prochaine, on se voit en Belgique. Donc, la première université, c'est l'Université libre de Bruxelles. L'Université libre de Bruxelles. Pourquoi l'Université libre de Bruxelles? Parce que, bien que, à nos jours, la plupart des universités exigent 13 de moyenne, donc 13 sur 20 au baccalauréat. Donc, dans certains pays, vous appelez ça le diplôme d'État, dans d'autres, le diplôme de fin d'études secondaires, mais bref, c'est la même chose. En fait, ce n'est pas aujourd'hui que cette règle-là existe. C'est juste que les universités n'accentuaient pas sur ce point-là. Ils n'étaient pas vraiment trop regardants. Ils étaient un peu tolérants. Donc, même un étudiant qui n'avait pas 13 sur 20 était accepté. Mais aujourd'hui, étant donné que la Belgique est dans l'option de pouvoir réduire le nombre d'étudiants étrangers qui viennent en Belgique, ils ont décidé de commun accord de vraiment s'appuyer sur ces critères-là. Donc, du coup, désormais, pour venir poursuivre des études en Belgique dans une université, il faut avoir 13 de moyenne au bac. Mais l'information n'est pas complète parce que sinon, là, il y en a déjà qui disent non, il faut avoir 13 de moyenne. Oui, il faut avoir 13 de moyenne pour des études en bachelier. Même si l'université de Mons a fait croire à beaucoup d'étudiants que non, même si tu viens en master, si tu n'as pas eu 13 de moyenne au bac, on ne peut pas accepter. Donc, écoutez-moi bien, ça c'est l'exclusivité que je vous donne. Pour ceux qui veulent venir poursuivre des études en master en Belgique, vous n'avez pas besoin d'avoir, ou alors, il ne faut pas avoir obtenu 13 sur 20 au baccalauréat. Donc ça, je vous le dis. La première université où il est aisé de postuler, bien sûr, c'est l'Université libre de Bruxelles. La deuxième université, c'est l'Université de Mons, donc dans la ville de Mons. La troisième université, c'est l'Université de Liège. La quatrième université, c'est l'Université de Namur. La cinquième université, c'est l'Université catholique de Louvain. Et la sixième, c'est l'Université Saint-Louis.
Voilà le classement selon moi. Mais maintenant, ça dépend des filières. Alors, pour ceux qui n'ont pas 13 sur 20 au bac et qui veulent postuler à l'université, je conseille le plus souvent à ceux qui sont en troisième année dans leur pays d'origine, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Sénégal, au Bénin, au Togo, à Haïti. Si vous êtes en troisième année, donc si après le bac, vous avez réussi la première, vous avez réussi la deuxième et que vous êtes en troisième année, ou alors même si vous avez déjà réussi votre troisième année, que vous êtes en master 1, vous pouvez introduire votre demande de visa à l'Université libre de Bruxelles pour la poursuite de cursus. Donc, c'est quoi la poursuite de cursus? Parce que c'est une question aussi qu'on me pose très souvent. Donc, la poursuite de cursus, c'est un peu comme la poursuite des études. Donc, vous venez pour une continuité. Vous ne recommencez pas vos études en première année. C'est pourquoi on a intitulé ça, c'est pourquoi ils appellent ça la poursuite de cursus. Donc, vous venez poursuivre un cursus académique bien précis. Alors, lorsque tu introduis une demande d'admission pour la poursuite de cursus à l'ULB, jusqu'à nos jours, eux, ils ne regardent pas, en fait, ils ne tiennent pas compte. Ils sont un peu plus souples sur la note que vous avez obtenue au bac. Donc, ils essayent d'analyser le parcours, si vous avez réussi, si vous avez des notes qui sont quand même abordables. Dans ce cas, vous avez de fortes chances d'être accepté à l'ULB. À l'Université de Mons, c'était aussi le cas, mais étant donné que cette année, les règles ont un peu changé, en bachelier à l'UMONS, il est fort probable que, voilà, que beaucoup de choses ne jouent pas à la faveur de beaucoup d'étudiants étrangers. Ça, c'est ce que je tenais à préciser. Donc, maintenant, pour ce qui est des notes, voilà, même si vous n'avez pas eu des notes extraordinaires dans votre parcours dans l'enseignement supérieur, ne vous lamentez pas, ne pleurez pas. Sachez tout simplement que qu'il est fort probable que si vous postulez pour une poursuite de cursus, voilà, les choses vont être également favorables pour vous. Donc, ça, c'est ce que je souhaite. Maintenant, ce qui compte aussi, c'est faire une bonne lettre de motivation, parce que c'est aussi à ce niveau-là que beaucoup d'étudiants se butent. Donc, au niveau de la lettre de motivation, ils n'arrivent pas à motiver vraiment pourquoi ils choisissent ce domaine de formation. Ils ne parlent pas parfois des débouchés, ils ne parlent pas des perspectives, alors que c'est très important. Sachez que les écoles ont le temps de lire les lettres de motivation. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Ils prennent à la légère la lettre de motivation. Et pourtant, au niveau de la lettre de motivation, l'université ou alors le service des inscriptions de l'école analyse déjà votre niveau académique. C'est très important. Donc, pour ceux qui, comment est-ce que je vais dire, pour ceux qui ne savent pas comment rédiger une lettre de motivation, c'est très important. Rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous aider. Donc voilà, rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous aider. Au pire, pour ceux qui sont en possession du guide complet, n'hésitez pas, si vous avez des difficultés, à poser la question dans le groupe. On est là pour vous aider pour ça. Donc ça, c'est très important. Donc là, je parlais des universités. Maintenant, des hautes écoles. Pour ce qui est des hautes écoles, moi, je suis en deuxième année, j'ai eu 10 sur 20 au bac. Bon, si tu es en deuxième année et que tu as eu 10 au bac, deuxième année, maintenant, ça dépend de la filière, hein, Luc. Quelle est la filière? Donc, en fonction de la filière, on peut voir. Je peux te donner d'autres informations. Alors, donc, pour ce qui est des hautes écoles, biologie. Bon, Luc dit biologie. Ouais, donc, si tu es en deuxième année biologie, voilà, il y a de fortes chances que. Maintenant, ça dépend. Je sais pas, il faudrait déjà voir avec l'équivalence. Quel type d'équivalence? Je pense que l'équivalence est encore en cours, donc on va devoir un peu attendre. Donc, pour ce qui est des hautes écoles, ça c'est encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous savez, les hautes écoles ne sont pas comme des universités. Donc, la plupart des hautes écoles sont un peu plus souples.
Même si dans les critères, la plupart des hautes écoles exigent 12 sur 20 au bac. Hein, donc, même Condorcet, qui prend beaucoup d'étudiants, ils exigent 12 sur 20. C'est juste que, bon, ils sont pas parfois regardants. La plupart de ces hautes écoles-là sont un peu tolérants. Donc, ça, c'est ce que je tenais à dire. Donc, si je dois faire un classement des hautes écoles où il est intéressant de postuler, je vais commencer par la haute école, donc le capitaine à bord, la haute école des hautes écoles, la haute école qui, lorsqu'on vous accepte là-bas, vous pouvez déjà jubiler. Bon, pas jubiler parce que vous aurez le visa, mais pas jubiler parce que vous avez le visa, je vais dire. Donc, c'est pas comme si euh, pas jubiler parce que vous. Donc, le classement, comme je disais, c'est la haute école Condorcet. Donc, ça, c'est le numéro un. Ça, c'est le numéro un. Vraiment, si un étudiant a une admission dans cette haute école-là, vivement ce que je vous souhaite, c'est une bonne chose. Bref, je souris pourquoi? Parce que je vais parler de ça une autre fois dans un live où je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de cette haute école-là. C'est un peu typique. Mais sachez que c'est une haute école qui prend beaucoup d'étudiants étrangers, beaucoup d'étudiants étrangers. Juste pour la petite histoire, c'est que la haute école Condorcet est l'une des hautes écoles où il fut un temps, la plupart des étudiants qui sortaient diplômés dans cette école étaient des étrangers. C'est aussi c'est un peu ça qui a motivé le fait qu'ils acceptent beaucoup d'étudiants étrangers de plus en plus. Mais sachez que euh, sachez qu'il y a d'autres éléments qui font que je sois un peu très content quand je parle de ça. Maintenant, la deuxième haute école, où il y a beaucoup de hautes écoles, il y a tellement, mais je vais vous parler de quelques seulement. La deuxième haute école où il est encore intéressant d'introduire sa demande, c'est euh, EFEC. Donc, EFEC, c'est une haute école à Bruxelles qui forme également dans beaucoup de disciplines, marketing, commerce extérieur, électromécanique, électrotechnique, etc. Donc, droit, il y a beaucoup de filières. Il y a EFEC. En troisième position, il y a Prigogine. C'est une école qui forme dans le domaine paramédical. La quatrième école, c'est le CESOA. C'est une école qui forme en optométrie, optique, bref, toujours dans le paramédical. Euh, il y a également la haute école HEH. Comment ça s'appelle? La haute école en Hainaut, un truc comme ça. Je sais pas, mais c'est que c'est la HEH, en abrégé HEH. Donc, cette haute école-là également prend des étudiants étrangers. Il y a la haute école de la ville de Liège. Oui, la haute école de la ville de Liège également. Ensuite, il y a euh, la haute école Robert Schumann. Ah ouais, ça aussi. J'ai pas la liste devant moi, hein, donc c'est pourquoi j'ai juste beaucoup de hautes écoles dans la tête, c'est pourquoi je suis un peu perdu. Mais voilà un peu, en quelque sorte, les hautes écoles où vous pouvez postuler. Sachez que la liste est exhaustive, mais donc ne pensez pas que les écoles dont j'ai pas cité, vous ne pouvez pas postuler. Même si j'ai dit dès le début qu'il y a des hautes écoles qui ne prennent pas des étudiants étrangers. Toujours lire. Si une haute école vous dit que l'étudiant doit venir personnellement introduire sa demande de visa, pas de procuration, pas de représentant, sachez que c'est impossible. Ça, c'est pas possible. Si une haute école euh, comment il veut dire, si une autre école vous dit que euh, la demande ne concerne que des étudiants belges ou des étudiants membres citoyens de l'Union européenne, ça également, c'est pas possible pour des étudiants étrangers, donc pour ceux qui sont hors de l'Europe. Ça, c'est. Et d'ailleurs, il faut savoir que même en étant en Belgique, il y a des étudiants qui n'ont pas la possibilité de postuler pour certaines formations ou dans certaines écoles parce que les critères ne leur permettent pas. Donc, soit il faut déjà être belge, soit il faut avoir une carte de 5 ans, par exemple, pour pouvoir postuler dans ces écoles-là. Donc,
Ça, pour ce qui était des écoles, vous pouvez postuler facilement et avoir une inscription. Et maintenant, quelles sont les stratégies? Donc là, on va parler des stratégies qu'il faut adopter. Ça, c'est important également. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui euh, me demandent comment faire parce qu'il y a beaucoup également qui sont stressés. Il y a beaucoup qui ont peur. C'est normal, ça, je comprends. Et voilà, c'est pourquoi moi, je conseille toujours mon guide complet. Donc, avec le guide complet, tout est expliqué. Je pense que j'ai pris la peine d'expliquer dans ce guide-là, dans des séries de vidéos, ce qu'il faut faire étape par étape de vous-même. Donc, c'est pourquoi je recommande. Donc, parlons des stratégies. La première chose qu'il faut savoir, c'est que il faut être capable de justifier toutes les années passées depuis l'obtention de votre diplôme de bac. Donc, un étudiant qui est incapable de pouvoir justifier toutes les années passées ou alors toutes les années qui sont passées depuis que vous avez obtenu votre diplôme de baccalauréat, si vous ne pouvez pas justifier, là, ça complique les choses. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Il faut être capable de justifier toutes ces années-là. Donc, la deuxième chose, maintenant, si vous êtes déjà capable de justifier toutes les années, bravo. La deuxième chose, il faut préparer son dossier. Non, préparer son dossier, c'est quoi? C'est déjà tous les justificatifs dont je parlais tout à l'heure. Ça doit être prêt. En plus de ça, il faudrait se rassurer que on a une carte d'identité en ordre. On a une photo 4x4, que ce soit en version papier ou version numérique, le plus souvent. On a son acte de naissance. Tout ça doit être scanné, hein, donc ça c'est très important. Donc, petite parenthèse, scannez toujours tous vos documents. Donc, dès lors même que vous décidez, vous avez l'idée, l'intention de venir poursuivre des études en Belgique ou même à l'étranger, ça peut être en France, ça peut être au Canada, n'importe où, prenez la peine de scanner tous vos documents. Il dit bien scanner tout, ne laissez rien, scanner tout. Donc, je disais que il faut préparer son dossier. Donc, préparer son dossier veut dire que vous allez avoir tout en version numérique. C'est très important. Pourquoi l'avoir en version numérique? Parce que de nos jours, avec la crise de COVID-19, la plupart des écoles acceptent des dossiers en PDF, en ligne. Soit il faut soumettre en ligne, soit il faut envoyer par mail. Non, le plus souvent, il faut être capable de l'avoir avec vous, dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Il est encore plus intéressant de pouvoir stocker ça en ligne. Donc, il y a Google Drive, par exemple, vous pouvez stocker tous vos fichiers. Comme ça, même si vous êtes en déplacement, je sais pas, et qu'il y a une école qui ouvre, vous pouvez être en déplacement, peut-être dans le train, vous pouvez être en bus, vous pouvez être, je sais pas, dans un taxi, et je sais pas, vous pouvez être quelque part où vous n'êtes pas chez vous. Si vous avez vos dossiers, par exemple, dans votre ordinateur, et qu'au moment de vouloir peut-être envoyer un dossier, la machine n'est pas avec vous, voilà, ce serait impossible tout simplement. Donc, parfois même, on a des documents dans son ordinateur portable et voilà que c'est pas déchargé. S'il y a une coupure d'électricité, il est fort probable que vous n'ayez pas la possibilité peut-être de récupérer vos documents à temps. Donc, dès lors que vous l'avez scanné, vous pouvez stocker en ligne, comme je dis, dans votre PC, sur une clé USB, ça c'est très important, parce qu'à tout moment, vous aurez besoin. Donc, lorsqu'on entame les phases de demande d'admission, à tout moment, les documents vont circuler. Donc, il faudrait être prêt à le faire. Autre chose dans la stratégie, comme je disais, c'est de pouvoir être parmi les premières personnes qui postulent. C'est vrai que le plus souvent, c'est difficile. Par exemple, tenez-vous prêt. Sachez que pour la haute école Condorcet dont je parlais, ça doit être encore plus speed que la ELA. Donc, la ELA a duré 39 secondes, mais je suis convaincu que la haute école Condorcet doit aller encore plus vite parce que tout le monde n'attend que ça. Tout le monde ne mise que ses espoirs là-bas, bien qu'il y ait plusieurs autres hautes écoles. Mais les inscriptions ne vont pas durer. Dès qu'on ouvre, quelques minutes après, c'est déjà complet. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faut, même s'il faut veiller, s'il faut prendre des dispositions pour être en forme au moment où il faut postuler.
ne tardez pas, ne perdez pas le temps. Soyez parmi les premières personnes qui introduisent des demandes. Ça, je vous le souhaite, je vous conseille vivement. Autre chose, toujours dans la stratégie à adopter, c'est de pouvoir introduire un dossier complet. Vraiment, prenez la peine. Hein. C'est pourquoi il dit, préparez-vous en amont. Donc, préparez vos documents, soyez prêts, vérifiez tout, la lettre de motivation, tout ce qu'il faut, vérifiez tout, vérifiez que tout est OK. Parfois, on peut demander des documents, à légaliser des documents. Faites-le, légalisez. Parfois, on peut demander d'envoyer peut-être par la poste ou d'envoyer par courrier recommandé, etc. N'hésitez pas. Rassurez-vous d'être parmi les premières personnes qui vont le faire. Ça, c'est très important. Donc, je disais qu'il faut envoyer un dossier complet. Pourquoi envoyer un dossier complet? Parce qu'un dossier incomplet est directement rejeté. Donc, un dossier incomplet de nos jours ne donne pas d'espoir pour une inscription. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent envoyer des demandes d'inscription, d'admission parfois juste parce que on est pressé, on veut tout faire pour introduire une demande d'inscription. Non, ne vous dérangez pas. Si le dossier n'est pas complet, c'est pas la peine de dépenser votre énergie, de dépenser votre temps. Vous savez, avec mon expérience, je me suis rendu compte que la plupart des écoles de nos jours ne prennent plus la peine de vérifier un dossier qui est incomplet. Lorsque on prend, en fait, la première chose qu'ils font, c'est que dès qu'on prend, ils vont d'abord se rassurer que tout est complet. Si c'est OK, voilà, on dépose de côté. Et soit on va passer au service concerné, on va passer ça au jury. C'est maintenant au jury qui doit vérifier effectivement en fonction des notes, en fonction du parcours, la lettre de motivation, de la filière choisie. Et ce sont eux qui vont décider. Donc ça, c'est très important. Il faut introduire un dossier complet. Autre parenthèse, vous savez, ce qui a poussé les universités à exiger 200 €, bien que le nombre d'étudiants étrangers qui souhaitent venir en Belgique soit de plus en plus élevé, c'est aussi le fait que beaucoup d'étudiants envoyaient des dossiers incomplets. Vous savez, il y a de cela 3 ans en arrière, les universités ne demandaient rien du tout. Mais aujourd'hui, les frais d'études des dossiers s'élèvent à 200 € par université. Par université désormais. Pourquoi 200 €? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des étudiants qui prenaient la peine, en fait, envoyaient des demandes d'admission à tort et à travers, et ça donnait beaucoup de travail. Ça donnait beaucoup de travail au service des inscriptions de l'université ou de la haute école. Donc voilà pourquoi ils ont décidé de mettre des 200 € là. Ça, c'est un facteur parmi tant d'autres dont je peux vous citer. Désormais, donc, pour pouvoir, avant d'envoyer ta demande d'admission à l'université, tu réfléchis. Donc, ça pousse des gens maintenant à réfléchir. Donc, tu n'envoies plus n'importe quoi parce que tu ne voulais pas jeter 200 € comme ça. Donc, il faudrait bien réfléchir. C'est pourquoi j'ai dit, il faut introduire un dossier complet. Autre chose, c'est les conditions. Même si, voilà, je ne sais pas comment je vais vous expliquer cela. Il y a des aspects où je conseille de tenter sa chance. D'autres où j'ai dit non, il faut laisser tomber. Parlant des conditions, il y a des écoles qui, sur le site internet, dans les critères, on va dire que bon, voilà, il faut ça, il faut avoir tel âge, il faut avoir tel moyen ou bas, il faut avoir tel type de diplôme depuis ton pays, il faut, etc. Et il y a des situations où si vous ne remplissez pas ces critères-là, c'est pas la peine de postuler. Par exemple, pour les écoles de 7e, il y en a qui vont vous dire il faut avoir un bac scientifique, même si on sait qu'il y a des écoles de 7e qui ont durant certaines années accepté des bacs littéraires pour des classes de 7e. Mais ça, je sais pas comment je peux vous expliquer ça. C'est quand même compliqué, mais c'est la Belgique. Donc, je disais, il y a des établissements où les critères sont un peu plus flexibles. Je vous ai parlé de l'ULB et comment contourner cela. L'UMONS, on va bien voir cette année, mais pour des études en master, vous n'avez pas besoin d'avoir 13 de moyenne au bac.
Il y a des établissements qui exigent, il faut avoir un certain âge. Je vous ai parlé du CESOA tout à l'heure, qui forme en optométrie optique. Et le plus souvent, il y a un âge qu'il faut respecter. Euh, dans plusieurs écoles, il y a parfois l'âge qu'il faut respecter. Mais je dois également profiter pour répondre à une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il y a l'âge limite pour venir étudier en Belgique? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a l'âge limite? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en réalité, il n'existe pas d'âge limite. Ça, c'est déjà ce qu'il faut savoir. Il n'y a pas d'âge limite. C'est pas parce que il y a des établissements qui vous disent non, voilà, il faut avoir tel âge pour venir étudier dans notre établissement. Mais en réalité, il n'y a pas d'âge. Au niveau de l'ambassade, on ne va pas vous refuser le visa en disant que non, vous n'avez pas l'âge requis pour les études. Non. Dès lors que vous avez votre admission et que vous introduisez votre demande de visa et que votre projet de voyage tient la route, pourquoi est-ce qu'on va vous refuser votre visa? Ce n'est qu'au niveau de certains établissements que le critère âge intervient. Mais pour ce qui est de la procédure même, l'âge n'est pas un facteur qui, euh, qui peut vous empêcher de mener à bien votre projet de voyage. Donc, voilà un peu en gros ce que je tenais à discuter avec vous ce soir. J'espère que mon message est bien passé. J'espère que ce que j'ai dit a été utile pour vous. Donc maintenant, n'hésitez pas, si quelqu'un veut me poser une question directement, je vous écoute. On a encore peut-être 10 minutes pour que je réponde à vos questions. Donc, je suis à vous, je vous écoute. Bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir Kevin, comment tu vas? Je vais bien. S'il vous plaît, je voudrais savoir en ce qui concerne. Bon, je vous ai dit, actuellement, je n'ai pas eu 13 de moyenne au bac. Oui, J'étudie actuellement en licence. Et j'ai fait la première année et deuxième année où j'ai obtenu de très bonnes notes, voire même peut-être supérieures à 13. Je voudrais savoir justement si ce serait par exemple possible de postuler, parce que je voudrais finir ma licence, obtenir ma licence et aller étudier en master. Si c'est un master en cybersécurité, je voudrais savoir si c'est possible par exemple de postuler à l'université de Mons avec les notes que j'ai eues. Donc j'ai eu 10 au bac, j'ai eu en première année, j'ai eu un 14 et en deuxième année un 15. Donc l'université était un peu plus accessible pour moi que les études au secondaire. Je voulais savoir si c'était possible de faire une admission en cybersécurité, par exemple, à l'université de Mons, avec les notes que j'ai obtenues. ok. C'est une très bonne préoccupation. Euh, donc, maintenant, il faut savoir qu'il est difficile, parfois impossible, euh, d'entrer en master en Belgique avec juste une licence qu'on obtient au Cameroun ou à l'étranger. En plus, dans le domaine informatique, c'est encore un peu plus délicat, donc c'est encore un peu plus compliqué de quitter le Cameroun et directement d'être admis en master. La raison est simple. La plupart des universités en Belgique estiment que le niveau académique n'est pas le même. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'un jury est constitué pour vérifier un dossier de demande d'admission, le plus souvent, ils rétrogradent. Ils rétrogradent des étudiants étrangers. Maintenant, dans le domaine bien précis, donc ce que je vais dire, c'est que même en réussissant la licence, ça serait difficile. Donc, ça serait vraiment difficile d'être admis en master. J'ai dit que ça serait difficile parce que il peut, sur 100%, il peut avoir 10% de chances que tu aies une admission. Mais dans les 10% de chances que tu aies une admission, qu'est-ce qu'il y a en jeu? Il y a les notes dont les moyennes, la moyenne sur 20, comment on appelle ça? La moyenne oui, la moyenne des 3 années doit être supérieure à 13. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de savoir. La deuxième chose, c'est que pour ce master-là, il faut avoir
un très bon niveau de langue anglaise. Et le plus souvent, ils vont demander soit un TOEFL, soit un IELTS. Et en ce moment, c'est pourquoi j'ai dit, ça rend les choses compliquées. Mais pour quelqu'un qui a ce test de langue-là, qui a des très bonnes notes, mais oui, c'est possible qu'il ait une inscription en master. C'est possible, mais dans la plupart des cas, c'est très rare. Donc, il faudrait se préparer psychologiquement que même si j'ai ma licence et je postule, et qu'on me rétrograde au niveau 2, parfois on me demande de les reprendre carrément, que je sois prêt à le faire, sauf si, bon, c'est une décision personnelle. Mais le plus souvent, la plupart des étudiants sont rétrogradés. Et parfois, quand on est rétrogradé, ça veut dire parfois on dispense de certaines matières. Donc, ça veut dire, sur le parcours de bachelier ou de licence, comme ça s'appelle au Cameroun, sur les 180 crédits qu'il faut avoir, on peut vous dispenser peut-être de, je sais pas, parfois 100 crédits, parfois 80 crédits. Donc, ça dépend vraiment de la similitude qui existe entre les matières que tu as fait dans ton pays et les matières que tu veux faire en Belgique, dans cette filière-là. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que bah, il serait intéressant de postuler pour la poursuite des études à l'ULB. Euh, UMONS aussi, il faudrait postuler à UMONS. C'est vrai, comme je disais, à UMONS, je suis pas encore très sûr, mais c'est une possibilité. Il y a aussi l'université de Namur où il faut postuler. Maintenant, il faut voir si dans ces universités-là, il y a la filière même. Il y a cette filière, mais je pars sur l'université de Bruxelles, l'université de Mons et même l'université de Liège. Maintenant, sans oublier les hautes écoles, forcément dans les hautes écoles, obligé de reprendre au niveau 1. Donc ça, il faut être préparé à reprendre ses études soit au niveau 1, soit au niveau 2, dans les hautes écoles surtout. Donc voilà un peu, j'espère avoir apporté des éléments qui vont t'aider dans ta prise de décision. Ok, oui, merci. Ok, je t'en Et bon, prie. j'aurais une autre question. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, parce que dans les différents documents pour constituer mon dossier de candidature, on me demande peut-être d'introduire soit une équivalence de mon diplôme ou une équivalence provisoire. Étant donné donc que je suis actuellement en cours de licence et que je suis dans l'incapacité de fournir mon diplôme pour que l'on puisse faire cette équivalence-là, je voudrais savoir si toutefois c'est un certificat de scolarité ou quel document qui prouve que je suis en train de faire la licence serait nécessaire. Cela serait acceptable, je veux dire. Ben, si je comprends bien, tu parles de l'équivalence du diplôme. Oui, oui, parce que là, présentement, je n'ai pas de diplôme. Je peux obtenir mon diplôme que en fin d'année. Ah non, Maintenant, je suis en cours de licence, en fait. ah ouais, J'obtiendrai mon diplôme à la fin de l'année. Je ah ouais, voudrais savoir qu'il peut soit un document qui atteste que j'étudie en licence lycée serait suffisant pour mon dossier de candidature et bien sûr peut-être de fournir l'équivalence ou même ne serait-ce que l'équivalence des solutions d'équivalence là plus tard quand j'aurai mon diplôme bien sûr. ah non, je crois que là tu es en train de te tromper sur plusieurs trucs. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on ne fait pas d'équivalence des licences. Donc, quand on parle d'équivalence en Belgique, le plus souvent, on parle d'équivalence du diplôme de baccalauréat. Et on exige l'équivalence pour des études en bachelier. Donc, le bachelier, c'est le cycle licence dans certains, comme au Cameroun, c'est le cycle licence dans certains pays. Ça s'appelle aussi licence, mais en Belgique, on appelle ça le bachelier. Donc, si tu viens pour des études en bachelier, comme je disais, que ce soit la poursuite de cursus, forcément c'est du bachelier, il faut avoir une équivalence du diplôme de baccalauréat. Le service des équivalences de Belgique n'établit que l'équivalence pour des diplômes de baccalauréat. Pour ce qui est des diplômes supérieurs, que ce soit licence professionnelle, master, BTS, c'est chaque établissement qui juge de la pertinence du diplôme et accepte en fonction de cela, mais ce n'est pas une équivalence qui doit être établie auprès du service des équivalences. Donc, dans ton cas, pour ce qui est de ton dossier d'admission, il est important d'avoir une
une équivalence de ton diplôme de baccalauréat. Par contre, au moment d'introduire ta demande d'admission, par exemple à l'Université libre de Bruxelles, ils peuvent juste, en fait, comme la plupart des écoles, exiger juste la preuve que tu as déjà introduit une demande d'équivalence. Donc, si c'est pas encore fait, vraiment, il faut le faire le plus vite. Ça, c'est ce que je peux te conseiller. Maintenant, si tu comptes attendre avoir ta licence, oui, ça serait une bonne chose, mais je pense pas que ça soit vraiment très utile pour entrer en master. Si le but est d'entrer en master, le plus souvent, ceux qui ont plus de chances d'entrer en master en Belgique, c'est ceux qui ont déjà c'est ceux qui ont déjà un master 1 ou un master 2. Si je veux entrer en bachelier, alors en troisième année bachelier, par exemple, à l'Université libre de Bruxelles, en sécurité des systèmes. Vous dites, je dois faire l'équivalence de mon bac. Oui, oui, il faut faire l'équivalence de ton bac. Et donc, déjà, il faut constituer un dossier introduit auprès du service des équivalences, avec juste la preuve. Donc, si par exemple, tu constitues ton dossier aujourd'hui et que tu l'envoies auprès du service des équivalences, avec la preuve que le dossier a été introduit, bah, tu peux joindre ça à ton dossier de demande d'admission. Ça, c'est très important. Maintenant, étant donné que tu es en troisième année au Cameroun, il est impossible d'être accepté en troisième année en Belgique. Ça, je pense que je fais que le dire depuis. Tu seras dispensé. Donc, en postulant pour la poursuite de cursus, comme le disait tout à l'heure, l'Université libre de Bruxelles peut t'admettre encore au niveau 2. Donc, c'est vrai que quand je parle de niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est juste pour que vous essayiez de comprendre. Parce que le système d'enseignement supérieur en Belgique est très différent. D'ailleurs, ils appellent ça le décret paysage. Si je dois encore expliquer, ça serait un peu très long, mais je vais faire l'effort d'être bref. Donc, il s'agit d'un système où on te dit sur 3 ans, tu as 180 crédits à réussir pour avoir ton bachelier. Donc, pour quelqu'un qui est en première année, donc, en fait, un étudiant peut être en deuxième année, mais il a des matières de première année et des matières de troisième année. Donc, le but ici, c'est parfois tu peux être en troisième année, en première année, en deuxième année. Bref, tu as des matières, tu prends des matières en fonction de comment est-ce que tu réussis tes études. C'est un peu ça qui fait que lorsque tu postules, par exemple, pour la poursuite des études, l'université t'accepte, on te dit, OK, on va te dispenser de telle matière de première année, on peut te dispenser de telle matière de deuxième année, telle matière de troisième année parce que tu as déjà fait ça dans ton pays. Mais tu as toujours d'autres matières de tous les niveaux. Donc, du niveau 1, tu as des matières du niveau 1, tu as des matières du niveau 2, pourvu que par année, tu aies 60 crédits dans ton programme dans ton PAE, ils appellent ça le PAE, le nombre de crédits par an, c'est 60 crédits pour tous les étudiants. Donc, chaque année, tu prends 60 crédits. Dans les 60 crédits, il y a des matières de troisième année, il y a des matières de deuxième, des matières de première. Et c'est ça qui forme les 60 crédits. L'année où tu réussis 45 crédits, il te reste 15 crédits résiduels. Tu es obligé de prendre les matières qui restent pour compléter, pour que cela donne 60 crédits en fait. Donc, c'est pourquoi je dis, il est difficile que lorsque tu postules pour des études par exemple, tu es en troisième année, tu as une licence, et que tu postules pour des études en première, deuxième ou troisième année, on va te dispenser des matières, mais en réalité, tu restes à cheval entre le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 1. Je ne sais pas si c'est un peu clair comme ça, donc, parce que c'est un peu ça, c'est un peu parfois compliqué d'expliquer, mais j'espère avoir un peu donné une idée du système en Belgique. Je voudrais savoir, en fait, bon, avec les licence que j'obtiendrai ici, pour quel niveau puis-je postuler alors en Belgique? C'est ça que j'explique depuis. J'ai dit, il faut postuler pour la poursuite des études. Donc, la poursuite des études, c'est un niveau supérieur au niveau 1. Donc, c'est à partir du niveau 2. En ce moment, ce n'est pas à toi de déterminer quel niveau est-ce qu'ils vont te mettre. Donc, tu ne sais pas s'ils vont te mettre au niveau 2 ou au niveau 3. De toute façon, tu es dispensé de certaines matières, que ce soit du niveau 1 ou du niveau 2 ou du niveau 3. Mais en réalité,
On va te dispenser de plus de 60 crédits parce que pour réussir une année en Belgique, il faut avoir 60 crédits. Alors, dès lors qu'on te dispense de plus de 60 crédits, on estime que la première année a été réussie parce que si chaque année tu réussis 60 crédits, ça veut dire qu'en 3 ans, tu auras 180 crédits, le nombre de crédits suffisant pour réussir le bachelier. J'espère avoir répondu à ta préoccupation maintenant. Et la demande de poursuite de cursus, elle est différente d'une demande d'admission normale. Non, c'est comme l'admission normale. C'est juste qu'en ligne, il va falloir choisir poursuite de cursus. Et je voudrais savoir pour le paiement des frais de dossier, là, ça se passe comment? Parce que j'ai consulté le site, je ne vois pas sur le numéro, un numéro de compte en banque, s'il faut faire par exemple un Ok, transfert mais ou alors peut-être je sais pas si, falloir inscrire. je crois que tu as pris le guide complet. J'ai pris le guide, mais je n'ai pas de, j'ai vu la postuler, mais au moment du paiement, je n'ai pas vu apparemment peut-être j'ai mal vu, mais je n'ai pas vu de paiement. Ok, il faut me, il faut me recontacter demain, je vais t'expliquer. Ça, c'est un cas isolé. Ça va? Bonsoir. Bonsoir, Mm. bonsoir Maïva. Oui, bonsoir. Bref, je me nomme Maïva. Je suis étudiante à Polytechnique de Douala, Cameroun. Je suis en master Oui. 1 génie civil. Et j'aimerais bien, je sais pas, j'ai aussi la même préoccupation, préoccupation que nos camarades qui viennent de sortir du canal. Je ne sais pas Oui. alors comment je pourrais faire. Comme il disait, soit la poursuite du cursus, soit postuler un master. Parce que je sais pas alors les chances que j'ai de postuler directement un master 1 alors que je suis un master 1. Et ici, le problème, c'est que ici, j'ai déjà consulté tous mes papiers et dans notre école, on délivre plutôt une attestation de non-délivrance de diplôme de Allô? licence parce qu'on ne délivre pas de diplôme de licence là-bas. J'ai déjà tous mes relevés. Avant de faire génie civil à l'école, j'ai Ouais, d'abord eu non, un bac euh, mécanique. c'est pas toi, Maïva, c'est une autre. Désolé, je te prends après. On est là, Maïva, on est là. C'est vrai que j'écoute. Oui. Pourquoi elle me parle plus? Oui, j'ai dit que avant ça, j'ai d'abord un bac, j'ai d'abord fait un cursus Un instant, je sais pas au pourquoi. secondaire On- allô? on- on- Allô? Ok. Vous m'écoutez? Euh, Allô? allô? Oui, vous m'écoutez Oui, maintenant? là, je crois que je t'écoute maintenant. Je sais pas ce qui s'est Ah, ok. passé. Je disais que au secondaire, j'ai d'abord fait des études en mécanique, ce qui fait que j'ai un bac mécanique automobile. Et J'ai un après, problème de son. ça doit être le réseau. Attends, je t'écoutais bien tout à l'heure. Je sais pas ce qui s'est passé. Aïe, aïe. Allô? Setting. Un instant. Speaker. Microphone. Ok. C'est bon. Oui, je t'écoute maintenant. C'est super. Ok. Je disais tantôt que je suis à l'école polytechnique de Douala. Mais avant ça, au secondaire, j'ai fait des études en mécanique, ce qui fait que j'ai un bac mécanique. Et après le bac, j'ai fait 2 ans. Bref, je faisais juste des préparations au concours. À la suite, j'ai eu un concours à l'école polytechnique de Douala. Du coup, en troisième année, j'ai choisi génie civil. Et actuellement, je suis en master 1 et j'ai 27 ans. Je demandais les chances que j'ai peut-être soit en postulant au master 1, soit, je sais pas trop. Quelle orientation pouvez-vous m'aider, m'édifier par rapport? Ah, Ou non. simplement une poursuite de cursus? Euh, Si je comprends bien, tu as eu le bac. Après le bac, il y a 2 années où tu faisais des concours, c'est ça? Oui. Euh,
Et tu as quand même des justificatifs, je suppose. Là, c'est ça le problème. Je n'ai pas de justificatif, mais juste que en 2018-2019, j'ai eu le concours de Polytechnique, ce qui fait que je suis en voici la quatrième année dont je suis à Polytechnique déjà. Ok, tu as un master 1 en Polytechnique. C'est quelle filière? Oui. Génie civil. Aïe, aïe, aïe. Ouais, génie civil. Euh, bon, de toute façon, moi, je conseillerais de postuler pour la poursuite de cursus. Donc, pourquoi? Parce que le génie civil en Belgique, donc, dès lors qu'on est déjà en master également, il y a le niveau de langue anglaise euh, qui est regardé. Donc, et cela se justifie soit par cela se justifie, comme je disais tout à l'heure, soit par un TOEFL ou un IELTS. Il faut un test de langue anglaise. Et le génie civil, donc, euh, est un domaine un peu délicat. Donc, étant donné que tu as un Master 1, bah, d'ailleurs, même ceux qui sont parfois titulaires d'un Master 2 en génie civil au Cameroun ou ailleurs, je demande toujours vraiment de faire ce test de langue-là. Le niveau de langue anglaise ne blague pas. Donc, postuler pour la poursuite de cursus, dans ton cas, c'est idéal parce que, voilà, tu as un Master 1, je pense que tu as toutes les chances. Maintenant, j'espère également que tu as une équivalence de type long. Ça, c'est très important. Non, je n'ai pas une Avec, équivalence de bac. pardon? Je n'ai pas fait une équivalence de bac. Bah, pourtant, il faut bien le faire. Il faut bien le faire. Donc, pour des études en bachelier, comme j'expliquais, il faut avoir une équivalence du bac. Il faut avoir une équivalence, très important. Ok. Ouais, il faut avoir une équivalence. Malheureusement, c'est ça la Belgique. Il faut avoir une équivalence. Mais comme je disais, euh, euh, en fait, à l'Université libre de Bruxelles ou dans certaines universités, euh, parfois, on peut introduire une demande d'admission et compléter le dossier avec, surtout quand il ne reste que l'équivalence. Donc ça, c'est possible. Donc ça, il faut voir. Il faut voir. Mais D'accord. déjà, c'est très intéressant de postuler pour la poursuite de cursus. Ça va? Et on peut postuler aussi pour la poursuite de cursus sans faire l'équivalence. C'est une possibilité. Euh, mais c'est ce que je dis, que lorsqu'on postule pour la poursuite de cursus, on peut introduire sa demande sous, sauf ils peuvent accepter sous réserve de la présentation d'une équivalence. Donc, dans ce cas, il faudrait introduire une demande d'équivalence en fait, dès que c'est possible et leur amener tout simplement la preuve. Ok. Ça, c'est très important. Donc, ça, il faut le faire. Hein. Et justement, ça, c'est un cas où ça me permet d'expliquer certaines choses. Voilà pourquoi je conseille toujours de faire l'équivalence en amont. Il faut toujours prendre la peine de faire son équivalence. Pourquoi? Parce que de plus en plus, le type d'équivalence que tu reçois peut te donner accès à certaines études ou non. Même si tu as le type long, donc il y a des étudiants qui pensent qu'avoir une équivalence de type long permet de fréquenter à l'université dans n'importe quelle filière. Non. Il y a des universités où, en fait, de plus en plus, on regarde l'équivalence si te donne accès à quel type d'études. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est pourquoi en faisant l'équivalence à TETO, on est sûr que, voilà, ça nous donne accès aux études dont on souhaite. Mais, dans ton cas, il faudrait déjà penser à introduire une équivalence. Ok. Ouais, je vais prendre notre Maïva maintenant. Voilà. Oui, Maïva, je suis à toi. Oui. Bonsoir, Maïva. Pardon, je t'écoute pas bien. Ah ouais, la procédure de paiement. Ok, d'accord, je vais expliquer. Donc,
peux couper ton micro. Oh, non, donc, il disait que euh, Maëva veut savoir comment est-ce qu'on procède pour le paiement des frais de demande d'admission dans les universités. Sandra, je vais te prendre après. Alice également, Peps, Amigo, je vais vous prendre après. Donc, comment payer les frais d'études et des dossiers qui s'élèvent à 200 euros pour toutes les universités. Donc, peu importe l'université, dès lors que les frais d'études et des dossiers vous concernent, il faut payer 200 euros. Et le plus souvent, ça se paye directement en ligne. Donc, après avoir rempli votre formulaire de demande d'admission en ligne, généralement, il faut payer. Il faut payer juste après et ça se fait en ligne. Ça, c'est la première solution. Pour ceux qui ne peuvent pas payer en ligne, l'université généralement génère le plus souvent, en fait, ils donnent des informations de leur compte bancaire. Donc, à ce moment, il faut faire un virement bancaire. Donc, faire le virement bancaire, peu importe le pays où vous êtes, vous vous rendez tout simplement dans une banque, soit au Cameroun par exemple, se rendre à la banque, dire que vous voulez faire un virement, donner les informations bancaires de l'université, donc donner les informations bancaires de l'université et les informations, la communication pour le paiement, c'est très important parce que le plus souvent, on va vous dire, en faisant le virement bancaire, précisez par exemple votre numéro de dossier parce que lorsque vous créez votre demande, pardon, dès lors que vous créez votre compte sur le site de l'université, on vous attribue un numéro de dossier. Et pour le paiement, le plus souvent, ils vont vous dire, il faut communiquer le numéro de dossier et avec peut-être le nom de l'étudiant, etc. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'il faut procéder au paiement. Soit faire en ligne, soit faire par un virement directement sur le compte de l'université. Un instant, je vais prendre ça aussi. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Pardon? Je t'écoute pas. Oui, c'est chaque université qui exige 200 euros de frais d'études et dossiers. Ah. Oui, Sandra, je t'écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, En bonsoir. fait, moi, ma préoccupation est celle-ci. J'ai un master 2 en Ouais, santé publique, option santé communautaire, et, félicitations. et j'aimerais continuer. Bref, j'aimerais savoir si j'ai des possibilités de postuler un doctorat ou alors un master de spécialisation à l'ULB. Ou à défaut, est-ce qu'il y a vous proposer autre chose? Voilà, bonne préoccupation. Déjà, il faut savoir que pour des études en doctorat en Belgique, c'est également très compliqué. Très compliqué parce que même des étudiants étrangers qui sont sur le territoire accèdent difficilement c'est-à-dire quelqu'un a fait ses études en Belgique et il a eu son master 2, mais n'arrive pas à accéder aux études en doctorat parce que les notes, les mentions ne sont pas bonnes. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le financement. Donc, le plus souvent, c'est l'État belge qui finance les études en doctorat pour la plupart des étudiants. Donc, c'est-à-dire, même si tu vas payer, c'est vraiment rien du tout. Donc, maintenant, lorsqu'on n'est pas sur le territoire, c'est possible si la mention obtenue, je veux dire, est plus qu'honorable. Donc, ça, c'est déjà le premier critère. Et si des notes, vraiment, durant le parcours, parce que c'est toujours un jury qui doit décider si le parcours vraiment est convaincant, avec la mention au Master 2, honorable minimum, hein, ça, c'est possible. Mais le plus souvent, je ne conseille pas. Pourquoi je ne conseille pas? Parce que le nombre de places d'ailleurs est très, très, très limité. Le plus souvent, ils vont prendre comment est-ce que je vais dire, comment est-ce que je vais expliquer ça? Ils vont prendre moins de 10, non, 10 même c'est beaucoup, parce que je me rappelle une année, il y avait maximum 3 étudiants
qui avaient accédé au cycle doctorat en Belgique. Donc, vu que le quota est très faible, je conseille de postuler pour un master de spécialisation. Même ce master de spécialisation-là, je ne conseillerais pas. Je préfère que tu postules pour un master de santé publique en Belgique et je vais te donner des raisons vite fait. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient pour des études en Belgique, un an n'est pas beaucoup. Hein, donc, dès lors que tu arrives pour un master de spécialisation, après la spécialisation, qu'est-ce que tu comptes faire après la spécialisation? Retourner dans ton pays ou tu souhaites peut-être aller dans un autre pays ou tu souhaites travailler en Belgique. Donc, si tu souhaites travailler en Belgique, c'est déjà compliqué, c'est difficile parce que les étudiants ou alors les étrangers ont moins de possibilités de travailler en Belgique que les Belges même. Eux, ils privilégient les Belges. Alors, si après un an de spécialisation, tu peux pas travailler, qu'est-ce que tu dois faire? Tu seras obligé de te réinscrire pour des études. Autant mieux s'inscrire, faire ces 2 ans de master, parfois le faire en 3 ans. Comme ça, tu as tout le temps de te décider, de te réorienter. Et pourquoi pas, de décider que bon, au terme de mes 2 ans, je veux faire un doctorat. Donc, je donne tout pour pouvoir avoir une très bonne mention et faire mon doctorat en Belgique. Donc, voilà un peu le conseil que je peux donner. Question parcours académique, il n'y a rien à redire. Et donc, mon étude fait de faire une thèse. Mon étude est de faire une thèse. Et donc, bon, en tout cas, bref, j'ai noté les conseils. Ok, Et ça va. Mhm. Bonne chance. Hein. Merci. Euh, donc là, maintenant, je vais prendre... Maëva, tu voulais encore parler? Je t'écoute, hein. Vous êtes prioritaire, là. Vous êtes prioritaire. Même Luc, si vous voulez parler, vous êtes prioritaire. Je vous écoute. Bon, moi, c'est au niveau de l'attestation de réussite de l'examen de la maîtrise de la langue française. Je sais pas comment ça se passe. Pourquoi tu veux faire l'examen de maîtrise de la langue française? Bon, c'est pour la haute école de la province de Nami. Ah non, mais Donc, ça ne te concerne pas, ok? Ça ne te concerne pas parce que tu as fait des études secondaires en français. Euh, oui. Ça concerne ceux qui ont fait des études dans une autre langue que le français. Ça va? Non, ok, merci. ouais, de rien. Et je me demandais aussi que pour les classes de septième là, l'âge limite de ça, ça peut être quel âge? Le plus souvent, cette année, ils exigent d'être né je veux dire quoi? Au-delà de 2002. Donc, si quelqu'un est né en 2000, 2001, c'est compliqué. Ok. Ouais. Ok, merci. Ouais, je t'en prie, hein. Puis des questions? Ok. Je vais prendre Mara. Ouais. Euh, oui, Mara, je t'écoute. Bakary, je suis à toi, je t'écoute. Mais je crois que tu avais demandé la parole. Ok. Je vais prendre. Je vais prendre Amigo. Ah, Maëva avait encore pas. Un instant, je vais prendre Amigo. Alors, tu expliques. Alors, Amigo. Je suis avec Amigo. Bah, vous mettez des prénoms. Vous mettez souvent des pseudonymes, c'est compliqué. C'est vraiment pas. Ok. Allô? Oui, bonsoir, Amigo. Bonsoir. Oui, Je ne sais pas si bonsoir. c'est le prénom, mais c'est ce qui s'affiche là. Oui, c'est un pseudonyme. Bonsoir Ok. et merci pour vos différentes informations. Je suis vraiment très, très édifié. Vraiment grand Merci merci beaucoup. pour le travail. Ouais, je t'écoute. Plaisir pour moi. Oui,
ma question allait un peu dans le même sens que les gens qui sont passés précédemment. En fait, j'ai une licence avec 12 de moyenne et un master 2 avec 12 de moyenne. J'aimerais savoir quelles sont mes chances de continuer en Belgique dans le sens où j'aimerais pas trop revenir en arrière. C'est possible avancer. Je sais pas si c'est possible, dans quelle mesure c'est possible. J'aimerais continuer en génie biomédical. Merci. Ok. Et donc, ça veut dire que le Master 2, c'est dans quelle filière déjà? J'ai un master 2 en ingénieur et électronicien. Ingénieur électronicien. Oui. Et tu veux faire quoi? Biologie? Je n'ai pas compris. Non, je veux faire le génie biomédical. Le génie biomédical. Est-ce que ça a un trait avec ce que tu as déjà eu à faire ou parce que quand Oui. j'entends J'ai une licence en génie biomédical. Sauf que au pays, c'est une filière qui est très rare en master. Du coup, j'ai été obligé de changer en master. ok. Euh, donc déjà vu que tu as un master 2, ouais, tu as toutes tes chances de d'être admis en master. Comme je dis, lorsqu'on a un master 2, on a toujours plus de chances d'être admis en master. Maintenant, il faut voir des critères. Est-ce que la filière que tu veux faire n'exige pas un niveau de langue anglaise? Si tu étais en sciences biomédicales, je dirais directement non, pas besoin de test de langue. Mais quand ça parle déjà de technique, de génie, ceci, il est possible que on exige un niveau de langue soutenu. Ça, c'est possible. Ça, il faut vérifier maintenant sur le site internet de l'université. Mais je ne sais pas en quelle année tu as eu le master. En Euh, 2019. voilà, ouais. Et ouais, c'est récent. De toute façon, il faut, tu as des chances. Tu as des chances d'être admis en master. Il faut juste bien construire un dossier, l'introduire dans une université. Et voilà, je dirais que tu as 70% de chances d'avoir une admission dans une université en master. Merci. Et s'il vous plaît, Ouais. que pensez-vous du côté Flandre? Est-ce que c'est plus accessible vu qu'il y a beaucoup de personnes qui postulent en Wallonie? Est-ce qu'en Flandre, c'est plus possible d'avoir accès? Euh, oui, en Flandre, c'est possible. Donc, déjà pour l'exclusivité même que je vais vous dire, je profite de ta question pour dire que beaucoup de gens veulent venir en Belgique, euh, mais en réalité, tous veulent venir dans la Wallonie. Donc, ceux qui ne savent pas, la Belgique a trois communautés, la communauté française, la communauté néerlandophone et la communauté germanophone. Donc, où on parle français, où on parle néerlandais et où on parle allemand. Bon, où on parle allemand, c'est très petit, donc ça n'a pas assez d'impact. Le plus important, c'est où on parle français, donc dans la Wallonie. Et chez les Flamands, où on parle le néerlandais ou le flamand. Ce côté-là est encore vierge, est assez vierge. Donc, je le dis pourquoi? Parce que tout le monde veut venir du côté francophone. Oui, certes, on vient forcément d'un pays où on parle français ou alors le français est l'une de nos langues les plus utilisées. Et on se sent plus à l'aise en venant en Belgique de ce côté-là. Alors, du côté flamand, c'est encore vierge parce que là-bas, on peut faire des études en anglais. C'est dommage que des gens préfèrent de nos jours encore faire des cours de langue allemand pour aller en Allemagne ou faire des cours de russe, je ne sais pas, pour aller peut-être, je ne sais pas, alors qu'ils peuvent faire des cours de langue anglaise et postuler chez les Flamands, donc postuler dans la partie néerlandophone en Belgique. C'est ce dont ils ont besoin, c'est juste de ce test-là. Donc, pour quelqu'un qui a un TOEFL et qui introduit sa demande en Flandre, il est fort possible qu'il ait une admission assez rapidement. Là-bas, c'est juste que les cours seront dispensés en anglais. Il faut être capable de, voilà, de pouvoir suivre des cours. C'est pourquoi ils exigent cela. À défaut de pouvoir parler le néerlandais, pour ceux qui parlent anglais, qui peuvent justifier de ces niveaux-là, ils peuvent s'inscrire en Flandre et faire des études là-bas. Ça va? Merci. C'est bon, De rien. merci. Je t'en prie, amigo. Donc, maintenant, je vais prendre. Il y a qui? Il y a Mara qui voulait parler tout à l'heure.
Bah, j'espère que tu vas parler, sinon... Oui, je t'écoute, Mara. Euh, ok. Si vraiment tu es occupé, bon, je vais prendre Jordan. Jordan qui demande à parler. Et, et je t'écoute, Jordan. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, merci pour tout ce que vous faites. Bon, j'ai beaucoup apprécié. Bon, Ouais, bon, excusez-moi. Bon, j'ai un petit problème là au niveau de Cisoire. Bon, j'aimerais bien faire ça à Cisoire. Et bon, pour tout dire, je suis récent au bac. J'ai eu le bac juste l'année passée. Et j'aimerais postuler là-bas. Et j'ai déjà mon dossier est en cours de traitement au service des équivalences. J'aimerais bien demander si je peux capturer, je peux faire la capture qui vérifie que j'ai déposé le dossier aux équivalences et je certifie et je légalise pour compléter dans mon dossier parce que je vérifie à toutes les conditions. Mais c'est au niveau de l'équivalence, bon, que j'ai un petit problème. oui, je dirais oui, c'est ce qu'il faut faire. Donc, tu fais une capture et tu fais légaliser tout simplement, tu joins à ton dossier. Normalement, ça devrait passer. Ça va? J'aimerais aussi demander, bon, ça va, mais le problème, c'est que j'ai aussi un petit problème. Je vais demander si comme je suis récent au bac là, ils vont pas trop, ça ne dérange pas, comme je suis récent au bac là. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'il y a l'âge limite là-bas. L'âge limite, ça va être quel âge? Je sais pas si c'est 22 ans ou 23 ans. Euh, normalement, Non, si tu... pour l'âge, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans, je vérifie là, pour l'âge limite. Mais le Non, problème, non, c'est que moi, j'étais juste au niveau d'après le bac là. Bon, j'ai justement peur qu'au niveau on me demande ce que j'ai fait après mon bac. Et pour le moment, j'ai fait les cours d'allemand. Comme vous avez dit, j'ai fait les cours d'allemand pour le moment. Bon, l'année, c'est fait les cours d'allemand. non, mais ça, il n'y a pas... Pour le ce soir, c'est pas un problème. Euh, tu as toutes les conditions. Donc, ce qui te manque, c'est de faire la capture, comme je dit en ligne, et faire légaliser, joindre au dossier, c'est tout. Ok, grand merci. Hein. Que de rien, Jordan. Si tu as des questions, peut-être on va se revoir la semaine prochaine. S'il vous plaît, je peux une dernière question. Mhm. Présentement, je fais les cours d'anglais et je suis sur le point de passer mon TOEFL à la fin de ce mois. Je voulais savoir s'il y aurait une possibilité de justifier cela, enfin, au niveau des demandes d'admission et consorts, peut-être pour pouvoir poursuivre un master, comme vous avez dit justement, que, hormis les notes, il va falloir aussi justement justifier la preuve enfin, que je fournis sur TOEFL en question. Mais néanmoins, je ne peux pas avoir ça avant la fin de ce mois. Euh, Ça. Si, parce que là, j'ai déjà des diplômes qui attestent que j'ai fini je finis à plusieurs niveaux. Niveau de langue. J'ai les diplômes du niveau 1 et niveau 2. Mais néanmoins, le TOEFL en lui-même, je n'ai pas encore. mais de toute façon, qu'est-ce que je vais dire? Dans ton cas, oui, ce serait toujours intéressant de l'avoir, mais nous serions déjà en max, ça ne pose pas de problème. Euh, euh, Si c'est exigé en master, oui. De toute façon, ils vont demander ça. L'université va demander, et si d'ici mars, vraiment, tu as le test de langue anglaise, ça sera une bonne chose. Donc, moi, je dirais, cherche à, cherche à réussir ton TOEFL et ça va être un plus pour le dossier, quoi. Et pour la demande d'équivalence, est-ce que vous pensez que ce serait possible d'avoir, ne serait-ce que, ne serait-ce que la demande avant la fin, si je vous envoie mes diplômes, par exemple, pour faire la demande d'équivalence du bac, pour avoir une attestation qui prouve que la demande a été introduite au moins avant le 15, vu que c'est la date pour commencer à déposer les dossiers
Oui, c'est D'ici possible. quelques C'est minutes. possible, c'est possible que bon, c'est possible. Ok, Mhm. merci. Et je t'en prie que bon. Il y a quelqu'un qui demande la parole. Je vais prendre, celui-ci. Euh, ok. Et le grand, je t'écoute. Allô? Ah oui, allô? Oui, tu m'écoutes, mon frère? Oui, il faut parler un peu fort. Ok, je demandais si vous arrivez à m'écouter. Oui, 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 on t'écoute. Ok, ok. Déjà, merci pour le forum que vous avez créé parce que c'est une première pour moi d'assister. Et j'ai Ouais. commencé à vous écouter tout à l'heure, j'ai juste été coupé, je sais pas pourquoi. Et moi, mon cas va être un peu différent parce que moi, je suis étudiant, mais je suis pas, je suis du côté de la Lettonie. Bon, maintenant, j'aimerais avoir un peu certains renseignements concernant les universités publiques du côté de la Belgique parce que j'aimerais migrer de ce côté-là pour continuer les études. Donc, au moment où vous étiez en train de citer les différentes universités publiques, là, j'ai été coupé, ce qui fait que j'ai perdu totalement le fil. Donc, les informations comme l'admission et les inscriptions, c'est ces informations dont je voulais savoir. Déjà parce que pour l'instant, je ne sais pas comment procéder pour l'admission et l'inscription du côté de la Belgique pour les universités publiques. Et quelle université publique pouvez-vous me recommander aussi, s'il vous plaît? Ah bah, déjà, il faut savoir qu'il y a 6 universités en Belgique dans la partie francophone. Donc là, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà eu à dire. Oui, Euh, Moi, je pense que mon guide complet peut suffisamment t'aider dans cette démarche-là. Ce que je vais faire, c'est qu'après cette conférence, je vais publier la liste des universités, en fait, la liste de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de la communauté française de Belgique dans le groupe pour que en fait, tu verras la liste des universités il suffit juste tout simplement d'aller sur le site internet, voir déjà des formations qu'ils proposent. Donc, ce que moi je conseillerais également, c'est voilà, d'entrer en possession de mon guide complet. d'accord. Et avec ça, voilà, je peux t'assister également dans tes démarches tout au long de la procédure, quoi. D'accord, d'accord, ça Ouais, marche. déjà, il faut savoir que, oui, de ce côté-là, si tu as tous tes justificatifs, c'est possible parce que il y a des gens qui quittent de la Russie, de l'Ukraine, donc la procédure est la même, hein. Et en tant qu'étudiant étranger, peu importe votre pays de résidence, il faut faire des démarches comme ça se doit. Donc, soit faire une équivalence du diplôme, après avoir une admission dans une école en Belgique, après introduire une demande de visa auprès du poste diplomatique du pays où vous résidez. Donc, c'est la même pour tout le monde. Donc, il faut juste maintenant avoir des justificatifs pour toutes vos années passées depuis l'obtention de votre diplôme de baccalauréat. Donc, ça, c'est Oui, ce qu'il non, faut là, savoir. en fait, excusez-moi de vous couper, j'aimerais continuer en master parce que j'ai eu une licence en logistique au Cameroun, parce que j'ai fait l'UIT, j'ai eu une licence depuis 2015. Donc, ici, par exemple, où je suis, j'ai fait une école de formation. C'est vrai, c'est pas dans le même domaine, mais la difficulté, c'est un peu au niveau de la langue. Donc, moi, je voudrais regagner la Belgique parce que c'est beaucoup plus le côté francophone. C'est pour ça que je veux un peu essayer d'avoir les informations pour regagner la Belgique. Parce qu'ici, c'est pas un peu trop évident pour moi avec la langue et tout ça, de m'y adapter facilement. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, moi je pense que j'ai beaucoup expliqué ça dans ce direct-ci. J'ai fait comprendre que euh, même en ayant obtenu une licence, que ce soit au Cameroun, que ce soit peu importe le pays, si ce n'est pas dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays, comment je veux dire, de l'Occident,
La Belgique, généralement, ne considère pas le niveau académique assez suffisant pour être admis au même niveau qu'en Belgique. Donc, même avec la licence du Cameroun, c'est impossible de continuer en master en Belgique. Ça, je suis toujours désolé de le dire, mais c'est la réalité. Donc, même avec la licence, là, en postulant en master, ça va pas passer. Le plus souvent, ils rétrogradent toujours les étudiants étrangers. Donc, ça, c'est ce qui arrive malheureusement. Ça, c'est ce qui arrive malheureusement. Donc, il faudrait toujours reprendre. Donc, dans ton cas précisément, il faut faire l'équivalent du diplôme de bac parce que forcément, c'est pour entrer à un niveau au baccalauréat en Belgique. Après, il va falloir obtenir une admission dans une université ou dans une haute école. Et après, dès lors que tu as l'admission, tu pourras introduire ta demande de visa. Voilà les 3 étapes qu'il faudrait faire dans ton cas. D'accord, merci bien. Ouais. Donc, n'hésite pas, comme je dis, avec mon guide complet, ça aide suffisamment pour pouvoir entamer les démarches de vous-même. D'accord. Mais je suis toujours disponible pour ceux qui prennent ce guide complet là. Je t'en prie, le grand. Donc, là, je vais prendre. Il n'y a personne qui veut parler ici. Fanelita, je veux plus parler. Luc, je vous écoute. Hein. Vous savez que vous êtes prioritaire. Hein. Vous êtes prioritaire. Pardon, moi je t'écoute pas. Ouais, ça, il faut. Comment est-ce que je vais dire? De quelle profession? Parce que. Et non, pour cette filière-là, je pense pas qu'ils prennent des étudiants étrangers. Ça, je pense pas. Donc, ça, je vais vérifier, je vais te donner l'information. Ça va? Il a vérifié. Donc, déjà, il faut savoir que pour le domaine de la santé, c'est très délicat. Hein. C'est un domaine aussi où les quotas sont très réduits, surtout en soins infirmiers, pédiatrie, sage-femme. Il est 22 heures. Wow. Donc, avec cette filière-là, c'est quand même difficile d'avoir une admission, surtout qu'on est même hors du territoire. Parce que même déjà ceux qui sont sur le territoire en Belgique n'arrivent pas à obtenir une inscription dans des filières comme soins infirmiers, sage-femme, pédiatrie, etc. Donc, je ne pense pas que cette école-là, que ces écoles-là vont accepter des étudiants qui ne sont pas sur le territoire, malheureusement. Donc, c'est mieux d'opter pour des filières encore comme psychomotricité, ça c'est encore possible. Des filières comme optique, des filières accessoires. Donc, moi, c'est ce que je recommande. Pardon? Je comprends pas. Mais actuellement, tu fais quoi comme étude? Oh, non, mais il faut continuer en biologie. Il faut continuer en biologie. Il faut continuer des admissions dans les filières comme biologie, sciences biomédicales. Il faut chercher des inscriptions dans cette filière-là. Il y a biochimie. Ça également, ça peut aller. Il y a la haute école Robert Schumann qui forme en sciences biomédicales, je crois.
Donc ça, il faut, ça, Je c'est, vais faire des recherches oui, ça, il sur faut, oui, sciences biomédicales, biochimie, biologie, oui, ça, il faut des filières comme ça. Donc, déjà, je conseille pas, hein. Si vous n'êtes pas en Belgique, c'est pas la peine de postuler pour des études en soins infirmiers, sage-femme, pédiatrie, des trucs comme ça. Ça, c'est compliqué. Ok. Ok. Ouais, donc là, je vais prendre Loïc. Voilà. Je t'écoute. On t'écoute, Loïc. Ok. Bon, là, je vais pas. Malheureusement, je peux pas prendre tout le monde. Il est déjà 22 heures ici. On va pouvoir. On va reprendre ceci dimanche prochain, lorsqu'il sera 20h30 exactement. Je ferai l'effort d'être plus bref parce que là, on a fait près d'une heure, 1h30. Donc, je vous remercie tous. Bon, tous ceux que j'accompagne là, rassurez-vous, hein, je dois être plus actif dans le groupe pour vous parce que c'est le moment où jamais d'obtenir une inscription. C'est le moment où jamais. Donc, ce que je souhaite, c'est que tous ceux que je suis, tous ceux que j'accompagne, tous ceux qui ont pris le guide complet ou tous ceux qui euh, ont sollicité l'accompagnement personnalisé, rassurez-vous. Pour ceux-là, je suis en train de tout faire pour obtenir des admissions pour vous. Et maintenant, ceux qui ont pris le guide complet, n'hésitez pas également si vous avez des questions. On est là pour vous assister dans vos démarches. Si vous êtes bloqué, donc vous faites un peu comme Luc, comme René. Donc, je pense que lui également, il m'écrit beaucoup. Lorsqu'il a des difficultés, lorsqu'il est coincé, c'est important. C'est ce que je souhaite pour tout le monde. Donc, je vous remercie tous et très bon début de semaine et on se dit tout simplement à dimanche prochain.